Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes changent de voix lorsqu'elles parlent à leurs animaux de compagnie? Elles s'adressent à eux comme à des enfants. Au-delà de la protection et de l'attention, c'est comme si elles comblaient un vide. Mais la vérité, souvent inavouée, serait-elle que parfois, une affection excessive pour un animal n'est pas un signe d'amour, mais plutôt le signe d'un manque intérieur? Nous allons maintenant explorer cette question plus en profondeur. Nous allons comprendre la psychologie qui sous-tend ce comportement, ainsi que les concepts de Carl Jung. Traiter les animaux de compagnie comme des enfants est une manifestation d'affection presque incontestée dans notre société. Nous rencontrons fréquemment cette scène dans la rue, à la maison et sur les réseaux sociaux. Des phrases prononcées d'une voix aiguë, des réflexes protecteurs exacerbés, des liens tissés autour d'expressions comme « mon bébé ». À première vue, cela semble chaleureux, humain et innocent. Pour beaucoup, ce comportement est même considéré comme une preuve de compassion et de capacité d'aimer. Plus une personne aime, mieux elle est perçue. Mais la psychologie, et plus particulièrement la psychologie des profondeurs, s'intéresse non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Selon Carl Jung, le véritable enjeu n'est pas l'apparence d'un comportement, mais le besoin intérieur qu'il comble. Car souvent, on ignore pourquoi on agit comme on le fait, et encore moins ce que l'on fait réellement. Une distinction importante s'impose. L'amour est un flux naturel. Il surgit spontanément, n'attend rien en retour et n'étouffe pas. Mais certains liens sont un mécanisme compensatoire déguisé en amour. La relation avec un animal de compagnie devient parfois moins un lien authentique qu'un comblement silencieux d'un vide intérieur. La disponibilité constante de l'animal, son absence d'objection, son refus d'abandonner et sa proximité inconditionnelle procurent à l'inconscient un profond sentiment de sécurité. Cette sécurité apporte d'abord la paix. Cependant, Jung souligne une vérité essentielle. Tout soulagement offert par l'inconscient ne se traduit pas par une évolution. Certains réconforts figent l'individu dans son état initial. Ce comportement, en apparence innocent, reflète souvent l'incapacité d'une personne à se connecter à son monde intérieur. Incapable d'affronter sa propre vulnérabilité, une personne la déplace dans un espace gérable. Un animal de compagnie est idéal à cet égard. Il ne pose pas de limites, n'exige rien et ne suscite pas d'émotions complexes. Ainsi, alors que la personne pense construire une relation, elle évite en réalité de prendre des risques. C'est précisément là qu'intervient le concept de persona de Jung. La persona est le visage harmonieux et acceptable qu'un individu présente au monde. Une image compatissante, attentionnée et protectrice. Cette image est souvent confondue avec le vrai soi. Cependant, la persona peut aussi servir à masquer des conflits intérieurs. On ne peut pas affirmer que tous ceux qui adoptent ce comportement en soient inconscients. Le problème n'est pas simplement d'aimer les animaux. Le problème réside dans ce qui est placé au cœur de cet amour. Une personne peut, sans s'en rendre compte, enfouir sa solitude, son manque de sens ou ses blessures émotionnelles passées au sein de ce lien. Avec le temps, l'animal devient davantage un soutien qu'un ami, et la frontière est ténue. Les systèmes de soutien peuvent donner l'impression d'apporter de la force, mais ils peuvent aussi éloigner la personne de sa propre force intérieure. L'approche de Carl Jung n'est pas empreinte de jugement à ce stade. Il ne condamne pas ce comportement, il en questionne la fonction. La question cruciale est, cette relation vous aide-t-elle à grandir ou vous freine-t-elle? Car le véritable amour ne restreint pas une personne, il l'épanouit. Pour quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même, l'amour devient partage. Pour quelqu'un déconnecté de son monde intérieur, l'amour peut se transformer en dépendance. Par conséquent, traiter ces animaux comme des enfants n'est pas toujours un geste innocent. Parfois, ce comportement est le reflet d'une introspection. Il est important de s'arrêter ici. Ce qui est dit peut paraître troublant, car la plus grande vulnérabilité d'une personne réside dans le moment où ses bonnes intentions sont remises en question. Or, la psychologie de Jung fait précisément cela. Elle nous rappelle que même les émotions les plus pures en apparence peuvent servir un autre besoin inconscient. Et reconnaître cette vérité n'est pas une accusation, c'est une porte ouverte sur la conscience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous reconnaissez que ce sujet vous a touché d'une manière ou d'une autre. Ce lien ne restera pas superficiel. Ce langage affectueux enfantin envers les animaux de compagnie n'est pas une simple habitude ou une manifestation d'affection. Son ton, son rythme et son contenu révèlent l'âge intérieur de l'individu. Selon Carl Jung, si une personne ne franchit pas certaines étapes émotionnelles de son développement, celle-ci reste figée dans l'inconscient. Le temps passe, le corps vieillit, les rôles changent, mais intérieurement, une partie de l'individu continue de vivre dans le passé.
C'est précisément à ce moment que l'amour enfantin émerge, car le langage enfantin est l'expression la plus naturelle d'un inconscient en quête de sécurité. Nombre d'adultes, plus tard dans leur vie, vivent inconsciemment ce qui suit. Ils doivent paraître émotionnellement forts. On attend d'eux qu'ils soient rationnels et qu'ils gardent le contrôle. Ces attentes, avec le temps, les amènent à se couper de leur propre sensibilité. La vulnérabilité est refoulée, les besoins sont minimisés et la dépendance est perçue comme une faiblesse. Mais aucune émotion refoulée ne disparaît jamais complètement. Comme le disait Jung, tout ce qui est enfoui dans l'inconscient revient sous une autre forme. Le lien affectueux et enfantin qui se tisse avec un animal de compagnie est souvent l'un de ses retours. Cette forme d'amour paraît d'une pureté absolue vue de l'extérieur. Les mots prononcés en caressant la tête de l'animal, la douceur de la voix, la tendresse du regard, mais, intérieurement, cette relation révèle souvent un besoin affectif non comblé. La personne n'a pas eu le sentiment d'être suffisamment vue, entendue ou en sécurité durant son enfance. Peut être que l'expression de ses sentiments n'était pas encouragée. Peut être que l'amour était conditionnel. Même si ces expériences ne sont pas consciemment remémorées, elles laissent une empreinte indélébile. Et cette empreinte se manifeste à nouveau par une quête d'attachement sécurisant. Les animaux de compagnie offrent un terrain idéal pour cette recherche, car ils ne suscitent pas d'attentes affectives complexes. Ils ne déçoivent pas, ne rejettent pas et n'abandonnent pas. C'est extrêmement apaisant pour l'enfant intérieur. Selon Jung, le mécanisme à l'œuvre ici est la projection. Sans s'en rendre compte, la personne projette sa propre vulnérabilité sur l'animal. En réalité, ce qui est aimé, choyé et protégé, ce n'est pas tant l'animal lui-même, mais plutôt le moi profond de la personne. Cependant, lorsque ce processus n'est pas vécu consciemment, au lieu de se connecter à son monde intérieur, la personne tente d'établir un équilibre émotionnel par le biais d'une figure extérieure. À ce stade, une grave méprise s'installe. L'amour est perçu comme un don, alors qu'en réalité, il ne circule pas. Il s'accumule en un seul lieu. La personne se sent soulagée, apaisée et éprouve une paix temporaire. Toutefois, cette paix ne provient pas d'une plénitude intérieure, mais d'une régulation passagère. Jung explique clairement pourquoi de telles relations épuisent une personne à long terme. Car lorsqu'une personne expose au monde extérieur un problème qui doit être résolu au sein de son monde intérieur, ce problème n'est pas résolu. Il est seulement reporté. Et chaque besoin reporté se fait plus pressant avec le temps. Le monde intérieur sous-jacent à l'amour enfantin est généralement silencieux. Il recèle une solitude refoulée, un besoin inexprimé et un désir d'être vu. À moins d'entrer en contact avec ce monde, il est impossible d'établir des relations saines. Le processus d'individuation de Jung commence précisément ici. On ne mûrit pas en niant l'enfant intérieur, mais en le reconnaissant. Autrement, aussi forte que puisse paraître l'identité adulte, les attentes enfantines se répètent dans les relations. Le lien tissé avec un animal de compagnie est donc important, car il peut révéler la relation qu'une personne ne parvient pas à établir avec son propre monde intérieur. Il ne s'agit pas ici de condamner cette forme d'amour, mais au contraire, d'y voir un signal. L'approche de Jung reste inchangée. Le comportement véhicule un message intérieur. Si ce message est ignoré, la personne continue de vivre le même cycle sous différentes formes. L'amour enfantin est une façon pour une personne de se dire « Moi aussi, j'ai besoin d'être vu, protégé et traité avec douceur ». Si ce besoin n'est pas entendu, l'amour change de direction, mais le besoin demeure. À ce stade, nous ne pouvons plus rester en surface, car la dynamique qui sous-tend le fait de traiter les animaux de compagnie comme des enfants est souvent enfouie dans l'inconscient. Selon Carl Jung, l'ombre est la somme des aspects de l'identité consciente d'une personne qu'elle ne peut intégrer, refouler ou laisser s'exprimer. L'ombre n'est pas toujours obscure. Elle représente parfois un potentiel inexploité, parfois un rôle reporté et parfois une émotion jamais reconnue. Le refoulement de la parentalité est l'une des manifestations les plus discrètes, mais aussi les plus puissantes de cette ombre. Nombreux sont ceux qui ne choisissent pas consciemment ou ne peuvent pas choisir le rôle parental à certaines périodes de leur vie. Pour certains, les circonstances sont défavorables. Pour d'autres, la responsabilité est effrayante. Et pour d'autres encore, leur propre enfance reste irrésolue. Dans ce cas, le désir d'être parent ne disparaît pas complètement. Il est simplement refoulé dans l'inconscient. Comme le disait Jung, tout désir refoulé dans l'inconscient trouvera un jour un moyen indirect de s'exprimer. Un animal de compagnie est l'un de ces moyens indirects. Ici, l'animal devient davantage un symbole qu'un être.
Il s'agit d'une figure nourrie, protégée, contrôlée et dirigée. À travers cette figure, la personne expérimente inconsciemment l'énergie de la parentalité, mais cette expérience n'est pas soumise à une véritable épreuve relationnelle. Elle n'attend pas de réciprocité, ne crée pas de conflit, ni de déception. Cela crée un espace sûr pour l'ombre, car celle-ci souhaite se manifester sans prendre de risques. La personne se sent compatissante, altruiste et protectrice, mais simultanément, elle se distancie silencieusement de son propre être. Un point de rupture critique se situe alors. Selon Jung, la parentalité n'est pas qu'un rôle. Elle est aussi le reflet de la relation que l'individu entretient avec lui-même. Celui qui ne parvient pas à nourrir son monde intérieur, qui ne reconnaît pas ses limites ni ses besoins, tente de compenser son propre manque en prenant soin d'autrui. Ce processus de compensation affaiblit le moi à long terme, car l'énergie circule constamment vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Alors que la personne se croit forte, elle commence à perdre son équilibre intérieur. L'ombre entre en jeu ici, car la personne n'a pas conscience de cette situation. L'expression « j'aime trop » est souvent la façon dont l'ombre se dissimule. En psychologie jungienne, le danger ne réside pas dans l'émotion elle-même, mais dans le manque de conscience de cette émotion. Lorsque les besoins parentaux refoulés passent inaperçus, ils emprisonnent lentement la personne dans une identité unique. Les besoins de l'animal sont prioritaires, et le développement personnel de l'individu est relégué au second plan. Avec le temps, au lieu de combler les vides de sa propre vie, la personne commence à graviter autour de ces vides. C'est précisément là que le moi perdu émerge. Lorsqu'une personne commence à définir son identité à travers une relation, le processus d'individuation est perturbé. Ce que Jung appelle l'individuation est le processus de reconnaissance et d'intégration de toutes les parties de soi. Lorsque les besoins parentaux refoulés ne sont pas inclus dans cette totalité, ils restent dans l'ombre et orientent le comportement de manière incontrôlable. C'est pourquoi apparaissent la surprotection, l'intolérance à la séparation et la réticence face à la moindre indépendance de l'animal. Il ne s'agit pas d'excès d'amour, mais de fragilité de soi. La vérité la plus difficile de cette section est la suivante. Parfois, en valorisant autrui, on s'abaisse soi-même. Se confronter à son ombre est donc déstabilisant, car on est forcé de se demander « Qui est-ce que je protège ? L'animal ou une part de soi-même qui n'a pas été protégée par le passé ?» Selon Jung, éviter cette question renforce l'ombre. Être capable de l'affronter, en revanche, permet de se retrouver. Car dès que la prise de conscience s'amorce, l'ombre n'est plus seulement un espace obscur, elle se transforme en matière première de transformation. Atteindre ce stade n'est pas chose aisée. Celui qui y parvient commence à percevoir non seulement des comportements innocents, mais aussi sa propre dynamique intérieure. C'est un seuil. Nous aborderons bientôt plus clairement comment cette dynamique refoulée se transforme en besoin de contrôle et en cycle d'attachement. Ce cheminement ne consiste pas à se perdre, mais à se retrouver. Une autre vérité difficile attend celui qui entre en contact avec son ombre. La parentalité refoulée ne se limite pas au désir de donner. C'est aussi le désir d'être vu. La personne se sent utile lorsqu'elle fait des sacrifices, trouve un sens à sa vie en protégeant les autres. À ce stade, l'amour devient une quête silencieuse de validation. Selon Jung, c'est le signe d'un besoin de reconnaissance extérieure. Une personne qui ne ressent pas sa propre existence intérieurement tente de prouver sa valeur à travers une relation. Cela l'éloigne progressivement de son centre. Il y a de l'amour, de l'attention, des efforts, mais le lien avec soi-même s'est affaibli. C'est pourquoi affronter son ombre ne consiste pas seulement à comprendre le passé. Il s'agit aussi de réorganiser son identité présente. À ce stade, il est essentiel d'aborder une distinction fondamentale. Réagir et choisir sont deux choses différentes. La plupart des gens passent leur journée à réagir sans même s'en rendre compte. Le lien hyperprotecteur qui se tisse avec un animal de compagnie relève souvent de cette réactivité. Le moindre inconfort de l'animal provoque une anxiété soudaine. Sa solitude engendre un sentiment de culpabilité, et toute action indépendante est perçue comme une menace. Il ne s'agit pas de choix conscients, mais de réflexes automatiques. Selon Carl Jung, on a tendance à confondre tout comportement inconscient avec le libre arbitre. Or, la liberté commence lorsque l'on ne réagit pas. Réagir, c'est laisser ressurgir une émotion du passé dans le présent. La personne ne réagit pas à la situation présente, mais à une blessure ancienne. C'est particulièrement flagrant dans la relation avec un animal de compagnie. Le silence de l'animal déclenche la peur de l'abandon. Sa maladie provoque une perte de contrôle
son éloignement engendre un sentiment de dévalorisation. Bien que ces déclencheurs semblent liés à l'animal, leurs origines sont bien plus anciennes. Jung décrit ce phénomène comme l'inconscient qui prend le contrôle du présent. Lorsqu'une personne tente de vivre dans le présent sans se soucier de son passé, elle ne peut faire de choix, elle ne peut que réagir. Choisir, en revanche, exige une disposition intérieure radicalement différente. Choisir ne consiste pas à refouler ses émotions, mais à agir en pleine conscience de celles-ci. Savoir laisser l'être en paix, ne pas satisfaire immédiatement tous ses besoins, savoir donner la priorité à sa propre vie. Ce ne sont pas des signes de manque d'amour, mais une attitude consciente. Dans le processus d'individuation de Jung, cette étape constitue un seuil crucial, car l'individuation commence lorsque la personne prend la responsabilité de son propre monde intérieur. Celui qui ne parvient pas à gérer sa propre anxiété tente de gérer la vie d'autrui. Même si ce désir de contrôler peut sembler relever de l'amour, il est en réalité ancré dans la peur. Le point essentiel à comprendre dans cette section est le suivant. Celui qui réagit s'épuise, car les réactions consomment de l'énergie. Celui qui choisit, au contraire, s'apaise, car le choix libère de l'énergie. Dans une relation avec un animal de compagnie, être constamment sur le qui-vive, avoir l'impression que quelque chose peut arriver à tout moment, c'est comme une alarme intérieure qui sonne sans cesse. À la longue, cette alarme mène à l'épuisement. Jung explique que dans de telles situations, on se sent bien intentionné, mais impuissant. Le pouvoir est alors confondu avec le contrôle. Or, le véritable pouvoir ne consiste pas à tout contrôler, mais à avoir le courage de ne pas intervenir. C'est là que l'illusion du contrôle entre en jeu. On peut croire que plus on contrôle la vie de l'animal, plus on est en sécurité. Mais c'est une illusion. L'anxiété ne diminue pas avec le contrôle. Au contraire, elle s'intensifie, car le contrôle est le fruit de l'intolérance à l'incertitude. Selon Jung, la capacité à tolérer l'incertitude est l'un des indicateurs les plus importants de la maturité psychologique. Une personne qui ne peut accepter l'incertitude dans sa relation avec un animal de compagnie est en réalité incapable de la tolérer dans son propre monde intérieur. Apprendre à choisir, par conséquent, n'est pas seulement un changement de comportement, c'est un changement d'identité. La transformation commence dès l'instant où l'on se dit « Je ressens cette émotion, mais je n'ai pas à y réagir ». Apprendre à ne plus paniquer lorsqu'un animal pleure, reconnaître sa culpabilité tout en posant des limites. Ce sont là des étapes, en apparence anodines, qui permettent de se reconstruire. Selon Jung, ces étapes renforcent le centre du moi. À mesure que ce centre se renforce, les relations s'apaisent. Cette section montre comment l'amour peut évoluer vers une forme plus saine. Aimer, ce n'est pas réagir constamment. Aimer, c'est savoir donner de l'espace. Donner de l'espace ne signifie pas se distancer, c'est ne pas étouffer. Le lien avec un animal est plus équilibré lorsqu'il repose sur un choix, car la personne ne se charge plus du poids de ses propres émotions. Elle apprend à gérer ses angoisses. Cet apprentissage n'est pas facile. Mais comme le disait Jung, la prise de conscience n'est jamais un processus confortable. L'inconfort est un signe de transformation. Être arrivé jusqu'ici montre qu'il est désormais possible de passer des réactions automatiques au choix conscient. Dans la prochaine étape, nous verrons plus clairement comment cette incapacité à choisir se transforme en comportement dominateur confondu avec l'amour. Car derrière chaque réaction se cache une peur qui cherche à être reconnue. Sans reconnaître cette peur, la véritable liberté est impossible. La frontière entre amour et contrôle est extrêmement ténue, et la plupart des gens la franchissent sans s'en rendre compte. Dans le lien qui nous unit à un animal de compagnie, cette distinction devient encore plus floue, car les comportements sont souvent motivés par de bonnes intentions. Nourrir, protéger et prendre soin de l'animal semblent être des prolongements naturels de l'amour prodigué. Mais selon Carl Jung, la bienveillance n'est pas synonyme de bien, être. La véritable question est, ce comportement élargit-il ou restreint-il l'espace de vie de l'autre personne? Le contrôle se fait souvent passer pour de l'amour. C'est pour son bien, dit-on. On se répète sans cesse. Pourvu qu'il ne lui arrive rien de mal. L'incapacité à laisser l'animal seul, la surveillance constante, la régulation de chacun de ses mouvements commencent à ce moment-là. La personne se sent responsable, voire indispensable. Ce sentiment peut être stimulant au début. Jung décrit cela comme la tentative de l'ego de se maintenir au centre. La personne contrôlante s'accroche inconsciemment à la relation pour donner un sens à son existence. L'amour, en revanche, puise sa source ailleurs. Aimer, c'est accepter que l'autre personne soit une entité distincte. Comprendre que l'animal a son propre rythme,
son propre espace et ses propres besoins est la forme mature de l'amour. Le contrôle, en revanche, ne tolère pas la séparation. La simple possibilité d'une séparation engendre de l'anxiété. Cette anxiété, bien que souvent perçue comme liée à l'animal, trouve son origine dans le monde intérieur de la personne. Selon Jung, lorsqu'une personne ne parvient pas à combler son vide intérieur, elle éprouve la peur de perdre tout ce à quoi elle est attachée. Lorsque cette peur se mêle à l'amour, la relation prend insidieusement une forme oppressive. Le problème fondamental n'est pas ici la malveillance du contrôle. Le contrôle apparaît souvent comme un réflexe de protection. Lorsqu'une personne vit dans un monde intérieur où elle ne se sent pas en sécurité, elle tente de créer un équilibre en régulant le monde extérieur. Un animal de compagnie constitue l'environnement idéal pour cette régulation, car il ne s'y oppose pas, ne pose pas de limites et ne quitte pas la relation. Le contrôle devient ainsi invisible. C'est précisément ce que Jung met en garde. Le contrôle invisible est le plus puissant. Alors que la personne se croit aimante, elle tente en réalité de gérer sa propre anxiété. Plus le contrôle s'accroît, moins la relation s'approfondit. L'intensité s'accroît. L'intensité n'est pas la profondeur. La profondeur offre un espace, l'intensité une oppression. Surveiller chaque comportement de l'animal, anticiper chacun de ses besoins, plonge la personne dans un état d'alerte constant. Cet état finit par mener à l'épuisement. Jung explique que dans de telles relations, on se sent épuisé mais incapable de lâcher prise, car la personne qui contrôle a fusionné son identité avec ce qu'elle contrôle. Si le lien se brise, on a l'impression que le moi sera également ébranlé. Le signe le plus clair qui distingue l'amour du contrôle est le sentiment de liberté. L'amour s'épanouit, permet de respirer et détend. Le contrôle, en revanche, resserre, étouffe et maintient l'individu dans un état d'anxiété permanent. Le lien tissé avec un animal de compagnie apporte-t-il la paix ou impose-t-il une pression constante de responsabilité? Il est difficile de répondre honnêtement à cette question, car le contrôle se présente comme un sacrifice. L'approche de Jung est claire, se mettre constamment de côté sous couvert de sacrifice fini, à long terme, par nuire à l'amour. La vérité abordée dans cette section est la suivante. Aimer ne signifie pas toujours en faire plus. Parfois, il s'agit de savoir prendre du recul, ne pas occuper chaque instant de la vie de l'animal, ne pas prendre toutes les décisions à sa place, ne pas négliger sa propre vie. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour, mais d'un équilibre. Selon Jung, l'équilibre est l'indicateur fondamental de la maturité spirituelle. Là où l'équilibre ne peut être atteint, l'amour se transforme inconsciemment en contrôle. Plus le contrôle augmente, plus le lien ne se renforce pas, il se resserre. Et les liens trop étroits, avec le temps, épuisent la personne et la relation. Celui qui a atteint ce stade peut désormais faire cette distinction. L'amour n'est pas une question de possession. L'amour est une question de partage. Lorsque cette vérité est comprise, la relation change. Dans la prochaine étape, nous explorerons comment cette prise de conscience peut se transformer en une véritable intégration et comment l'amour évolue vers une forme plus simple. Car lorsque le contrôle disparaît, il ne reste que l'amour dans sa forme la plus pure. Un autre point éclaire cette distinction. Le contrôle est souvent alimenté par la peur, l'amour, par la confiance. La peur se focalise sur la possibilité de perte et perçoit constamment l'avenir comme une menace. La confiance, en revanche, est la capacité de rester pleinement présent. Lorsqu'une relation de confiance se tisse avec un animal de compagnie, la personne n'éprouve plus le besoin de tout contrôler. Elle peut laisser à l'animal l'espace nécessaire pour vivre ses propres expériences, sans chercher à réguler ses propres fluctuations émotionnelles à travers lui. Selon Jung, cette transition est un signe silencieux de la maturation de soi. Car dès l'instant où une personne parvient à aimer ce qu'elle ne contrôle pas, elle ouvre un espace plus vaste à son propre monde intérieur. Le but de ce cheminement n'est pas de renoncer à l'amour. Au contraire, il s'agit de l'ancrer dans des fondements plus solides. Le processus d'intégration de Carl Jung décrit précisément cela. L'intégration est la capacité d'une personne à maintenir la cohérence de ses différentes facettes sans les refouler, les idéaliser, ni les nier. La compassion réside dans ces facettes, tout comme le besoin, la vulnérabilité et la force. Le lien avec un animal de compagnie est nourrissant lorsqu'il fait partie intégrante de cet être. Il devient un fardeau lorsqu'il le remplace. Lorsque l'intégration commence, l'amour change de direction. Il ne cherche plus à combler un vide. Grâce à la connexion avec son monde intérieur, les relations extérieures se simplifient. L'animal est toujours aimé, toujours protégé, toujours important. Mais cette relation cesse d'être le centre de l'existence. Le centre se recentre sur soi. Selon Jung,
Lorsque le soi est au centre, les relations s'équilibrent, car l'amour n'est plus une question d'attachement, mais de partage. À ce stade, la personne prend conscience que son enfant intérieur a été reconnu et que ses besoins refoulés n'ont pas été niés. Le contact avec l'ombre s'est établi. Ce contact n'endurcit pas la personne, il l'adoucit. L'amour devient plus silencieux, sans prétention, discret et pourtant profond. Chaque mouvement de l'animal ne suscite plus d'anxiété. Chaque silence n'est plus perçu comme une menace, car l'individu est désormais capable de réguler ses émotions intérieurement. Dans le processus d'individuation de Jung, ce stade est un indicateur significatif de maturité. L'amour intégré ne s'oppose pas aux limites. Les limites ne sont pas l'ennemi de l'amour, elles en déterminent la direction. L'animal et l'individu ont chacun leur espace. Lorsque ces espaces ne se chevauchent pas, la relation respire. L'individu ne se sent pas coupable de vivre sa vie. La panique ne surgit pas lorsque l'animal est laissé seul. L'amour n'exige pas une vigilance constante. Comme le disait Jung, lorsque l'âme recherche la tranquillité, elle la trouve non par le contrôle, mais par l'acceptation. Le point fondamental à comprendre dans cette section est le suivant: aimer, ce n'est pas renoncer à soi-même. Lorsqu'on renonce à soi-même, l'amour s'effondre, car il n'y a plus de soi à partager. L'intégration commence lorsqu'une personne se dit « j'ai aussi des besoins » et il est important de les reconnaître. Dès lors, l'amour cesse d'être une simple compensation. Il devient un flux naturel. Le lien tissé avec l'animal s'intègre à ce flux, et non un fardeau. Dans la psychologie de Jung, l'intégration n'est pas une finalité, mais un processus continu. Il arrive que l'on retombe dans ses vieux réflexes. Le besoin de contrôle, l'anxiété et une possessivité excessive peuvent ressurgir. Mais la différence cruciale réside dans la prise de conscience. La personne est désormais consciente de ce qu'elle vit. Cette connaissance atténue l'influence des comportements automatiques. L'amour se transforme au contact de la conscience. Il peut sembler inchangé, mais son contenu évolue. Il devient plus discret, moins exigeant. On commence à envisager ces relations sous un angle différent. Le lien avec l'animal de compagnie bénéficie lui aussi de cette perspective. Un amour plus calme, plus clair, plus équilibré émerge. Cet amour est le fruit naturel d'une plus grande honnêteté envers soi-même et envers le monde. Et comme le disait Jung, on ne peut véritablement aimer qu'en étant en harmonie avec soi-même. Un autre changement subtil induit par l'intégration est le suivant. On ne ressent plus le besoin de prouver son amour, plus besoin de comportements excessifs, d'une attention constante, ni de démonstration d'abnégation pour témoigner son affection. Lorsque l'amour s'apaise, le lien se simplifie. Le temps passé avec l'animal devient plus naturel. Il n'y a plus ni devoir permanent, ni lassitude intérieure. Selon Jung, cette simplicité est l'un des reflets les plus clairs de l'équilibre spirituel dans le monde extérieur. Car lorsqu'une personne est en paix avec son monde intérieur, les relations cessent d'être un défi. Enfin, l'intégration apporte une profonde paix intérieure. Cette paix ne provient pas de la maîtrise de tout, mais de la capacité à accepter l'incontrôlable. L'amour est complet lorsque la nature propre de l'animal, son propre rythme, ses propres limites sont respectées. Du point de vue de Jung, cela signifie se recentrer sur soi-même. On n'aime plus en se sacrifiant, on ne se définit plus par l'amour. L'amour devient non pas un fondement de l'identité, mais une expression naturelle de celle-ci. À ce stade, le lien devient guérisseur, car elle n'a plus à assumer les deux rôles. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.